Retour sur le plateau de cette édition spéciale Tempête, comme tous les soirs sur TV Vendée. Nous ont rejoint sur ce plateau Monseigneur Castet, évêque de Luçon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent sur ce plateau. On va évoquer évidemment avec vous dans un instant la célébration qui aura lieu demain en la cathédrale de Luçon. Hommage à caractère national en présence du Premier ministre François Fillon. Marcel Goduchot, bonjour. Vous êtes le conseiller général du canton de Moutier-les-Mauffais, dont fait partie la commune de la Faute-sur-Mer. L'Aiguillon, c'est sur celui de Luçon. Vous êtes également le maire de Champ-Saint-Père. Monsieur Goduchot, je m'adresse d'abord à vous, puisque vous allez tous les jours dans les communes touchées, et notamment évidemment celle de la Faute-sur-Mer. Comment avez-vous trouvé aujourd'hui les habitants de cette commune, qui êtes rendus sur place aujourd'hui? Dans quel état d'esprit sont-ils 4 jours après le drame? Tout d'abord, une confirmation, c'est ce phénomène, cet élan de solidarité on a connu dès dimanche dernier et qui s'est poursuivi d'une façon intensive et véritablement très constructive, puisque cet après-midi, au cours de la visite que j'ai faite avec mon épouse, on a pu constater par exemple qu'au niveau des équipements matériels, etc., aujourd'hui, ceux qui nous accueillent sont démunis pour les stocker, ce qui montre que les gens ont répondu vraiment très spontanément. Et dans le même temps aussi, au-delà de cet aspect matériel, lorsqu'on écoute les gens, il y a toute cette compassion, mais en même temps ce partage qui est très bien exprimé par les uns et par les autres, qui montre que véritablement cette solidarité va au-delà du geste matériel, mais véritablement c'est un partage humain. Et on le ressent tout à fait au travers des échanges que l'on a avec les gens de l'Aiguillon, de la Faute, et ceux aussi qui viennent de l'extérieur, bien entendu, pour marquer cette solidarité. Monseigneur Castet, c'est sans doute ce qui vous a probablement le plus éplu depuis ce dimanche où vous êtes rendu auprès des rescapés, c'est cette solidarité finalement qui s'est organisée très spontanément. Oui, tout à fait, que j'ai pu constater dès mon arrivée. J'étais absent, donc je suis arrivé à très tôt, lundi matin, à l'Aiguillon. Et ce qui m'a d'abord frappé, c'est à la fois cette action, je dirais efficace, il faut le dire, organisée à la fois des pouvoirs publics, de la gendarmerie, des pompiers, mais aussi des volontaires et des associations. Et une solidarité qui déjà dépassait ces organisations. À un moment, puisque nous étions peu nombreux, j'ai tenu même le téléphone du presbytère de l'Aiguillon qui sonnait sans cesse. Qu'est-ce qu'on peut faire? La mairie est occupée, on s'adresse à vous. À qui peut-on donner? Comment agir? Donc tout venait de partout. Évidemment, vous comprendrez que j'ai eu un regard particulier sur les personnes du Secours catholique qui tout de suite sont arrivées, ont installé un bungalow permanent, sont organisées pour rester maintenant et dans les semaines qui viennent. Bon. Et également, et puis je m'arrêterai là, ce qui m'a frappé, c'est que dès lundi matin, le gymnase était presque vide. Ouais. Et donc s'il était vide, c'est que le cœur des gens était ouvert. Exactement. Voilà. Le gymnase, le centre d'hébergement d'urgence, il est désormais fermé, c'est-à-dire que tous les gens sont relogés maintenant? Alors cet après-midi, l'information qui nous a été communiquée, c'est qu'effectivement tous les gens sont relogés. Et lorsqu'on évoque par exemple que dimanche dernier, 765 personnes ont été évacuées et qu'aujourd'hui, on constate que tout le monde est relogé, ça montre véritablement qu'il y a une organisation, comme le disait Monseigneur Castet, qui a été parfaite, très coordonnée et véritablement avec un suivi exemplaire. On le verra tout à l'heure avec le sujet d'Alix qui est allé justement à la rencontre de ces gens qui hébergent certains des rescapés. Vous avez trouvé dans quel état d'esprit sont les habitants? Est-ce que vous trouvez qu'ils reprennent un peu comme on le dit vulgairement, du poil de la bête? Alors cet après-midi, une chose qui m'a frappé aussi, c'est que dans les rues, en particulier les habitations qui ont été touchées, sans doute pas les plus touchées, mais celles qui ont été touchées tout de même en bordure, les gens sont en train de nettoyer, de sortir le mobilier, donc pour véritablement évacuer tout ce qui doit être évacué. Et on sent que véritablement il y a déjà cette volonté, au-delà donc de la peine, au-delà donc du trouble qui a été causé et de l'émotion, on sent que dès à présent, il faut repartir, la vie continue, et on sent cette volonté qui s'allie avec l'entraide d'ailleurs, ou des voisins, ou des amis qui sont présents aussi pour donner le petit coup de main avec les pompiers. Je voyais cet après-midi aussi les pompiers qui étaient en train d'évacuer de l'eau, qui étaient dans la cour, etc. Et de refaire le nécessaire, là, véritablement, c'est édifiant. Hein. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, Monseigneur Castet, chez les rescapés que vous avez rencontrés dès lundi? Lundi, il était encore sous le choc.
Encore sous le choc, vous savez, on ne peut pas passer trop vite du choc au redémarrage rapide. Pourquoi ? Parce qu'on n'oublie jamais sa maison, on n'oublie jamais le lieu où on en avait rêvé de passer sa retraite, on se souvient du voisin qui est mort, et je dirais bien vivre le choc est souvent une condition pour bien rebondir. Alors ce qui m'a frappé, c'est qu'ils avaient besoin de parler, d'être écoutés, de raconter leur histoire. Bon, c'est dans ce sens que, au milieu d'autres qui étaient là pour entendre, pour écouter, pour parler, j'ai souhaité que 2 jeunes, 3 jeunes prêtres, puis 4 viennent, soient présents pour ceux ou celles qui souhaitaient les solliciter. En plus, comme les corps ont été rapidement mis pour beaucoup d'entre eux, ceux qui n'étaient pas immédiatement rendus aux familles, dans une salle attenante au presbytère. Donc il était possible pour ceux qui le souhaitaient de parler, de prendre du temps, de se poser, de se recueillir. Bon, d'abord parler, voilà. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il fallait parler, dire son histoire de cette eau qui submerge, de cette sortie difficile, de la nuit où l'on attend isolé, de ce froid qui prend, de tout ce qu'on a perdu. Marcel Gaucho, vous avez des informations concernant l'avancée du pompage de l'eau, puisqu'on sait que les pompes sont très actives, on va en parler dans un instant. Effectivement, elles sont très actives, mais il faudra quand même plusieurs jours pour réussir à évacuer les volumes d'eau. On parle encore de 3-4 jours ? Oui, absolument, c'est l'information que l'on a à confirmer. Combien ? Vous avez une idée du niveau de ces sincèrement, sur le plan technique, je suis incapable de vous donner un renseignement précis. Alors, on voit sur ces images, oui, allez-y. Oui, pardon. Simplement, je voulais rajouter un exemple aussi. Il y a une évacuation aussi qui s'est faite naturellement sur certains secteurs. En particulier, je voyais cet après-midi le camping municipal donc de la Faute. Ouais. L'eau est pratiquement toute évacuée. Alors, est-ce que c'est lié au pompage ou une évacuation naturelle ? Mais toujours est-il que, on n'a pas tout à fait la même image, Dieu merci, que celle que nous avions dimanche dernier. On l'a vu sur ces images, donc le pompage se poursuit, vous l'avez vu du côté de la Faute-sur-Mer, où les machines peuvent pomper jusqu'à 8000 mètres cubes d'eau par heure. C'est l'équivalent, les secours ont fait le calcul, de 90 000 baignoires toutes les heures. L'eau est rejetée donc dans la rivière Le Lay, et effectivement les pompiers estiment qu'il faudra encore jusqu'à ce week-end pour poursuivre cette opération. Les pompiers dont le dispositif est monté en puissance aujourd'hui, une colonne de 32 camions et 100 pompiers venus de 8 départements français sont arrivés dans les 2 communes de l'Aiguillon et la Faute. L'effectif total des pompiers sur place est passé ces dernières heures de 300 à 380. En dehors du pompage, une de leurs principales missions sera désormais d'aider les habitants dans le nettoyage de leurs habitations. Le niveau d'eau a donc sensiblement baissé par endroits, ce qui permet à certains habitants, on l'a déjà vu un peu hier soir, de retrouver leurs habitations pour y constater les dégâts. C'est le cas d'Octave et de Françoise Moreau, qu'a rencontré Anthony Jamin hier. Ces Luçonnais résident régulièrement à la Faute-sur-Mer depuis 46 ans. Ils ont leur maison secondaire. Ils étaient de retour pour la première fois hier, malgré l'étendue des dommages, vous allez voir. Ils ne gardent pas moins par moment un certain humour. Essuyez vos pieds surtout, hein. Parce que, vous savez, on a tout nettoyé, vous voyez, il n'y a plus rien, tout est propre, alors essuyez bien vos pieds. Oh là là, mon Dieu. Le quid, l'ancien quid là, qu'on avait gardé religieusement de 1972, ben il est mort. Il est défunt. Si ma mère revenait et qu'elle voyait son buffet comme ça, elle qui était toujours en train de le cirer, et on a vu ça à la télé, ailleurs, mais on ne pense pas que ça puisse être à ce point. Il faut y passer pour le voir. Alors voilà ma table de nuit que j'ai retrouvée couchée. Hein, et elle était ici. D'ailleurs, ma lampe de chevet est retournée. La tête de lit s'est retrouvée sur le lit. Et puis, là, ça montait aussi. Ça a été déplacé aussi. Et ça, c'est le lit de la petite. Elles n'auraient pas pu s'en sortir. Hein. Ah non, c'est pas monté là, c'est pas mouillé. Mais je comprends pas, puisque regarde, ça montait là. Oh si, c'est mouillé là. Hein? C'est mouillé là. Les lits sont mouillés. Pas. On pourrait penser qu'il y avait 5 ou 6 individus là-dedans qui ont brassé les meubles, c'est impensable. Ça a dû bouger malgré les portes fermées, la pression
des eaux, c'est incroyable. Voilà, vous avez vu donc Octave et Françoise Moreau de retour dans leur habitation. Cependant, le préfet de la Vendée a mis en garde hier contre un retour prématuré dans certaines habitations tant qu'elles n'ont pas été sécurisées. Alors la maison a été sécurisée, il n'y a pas de problème. Je vous propose d'écouter sur ce sujet une très courte intervention de Jean-Jacques Brault, le préfet de la Vendée. Je conseille tout de même une certaine prudence. On ne sait pas quel est l'état des structures bâtimentaires. Il faut les expertiser avant de se relancer de réintégrer les logements. N'oublions pas que nous mettons en place, une réunion a lieu en ce moment même, des relogements ou provisoires ou définitifs. Nous avons eu des offres très généreuses de la part de particuliers, des collectivités et des bailleurs sociaux de la Vendée. Il faut les utiliser en priorité. Voilà, donc pour la mise en garde du préfet, vous confirmez, Marcel Goduchot, les habitants sont très pressés de retourner évidemment chez eux. Vous mettez vous aussi en garde Oui, je crois qu'il faut être très prudent par rapport à cette situation, parce qu'on comprend aisément que des gens souhaitent tout de suite d'abord revoir l'habitation, la réoccuper, encore que quelques familles ne souhaitent pas, en particulier celles qui occupent ces résidences en secondaire, ne souhaitent pas forcément y revenir pour y séjourner. Mais par contre, pour les résidences principales, effectivement, c'est un souhait que l'on entend. Les gens sont pressés de réoccuper leur logement. Bon, c'est évident que par rapport aux souvenirs, au partage qu'il y a pu y avoir donc dans ces habitations, on ait envie d'y retourner. Et je dois dire que malheureusement, parfois, on a tendance à oublier aussi très rapidement une situation même dramatique. Quand je dis l'oublier, c'est pas l'oublier complètement de la mémoire, mais cette réalité à laquelle on a été confronté, il arrive un moment, tous ces risques-là, avec le temps, se dissipent, et ce serait dommage aussi que, malheureusement, on ait encore d'autres drames si les gens ne sont pas suffisamment prudents. Ouais. Alors en attendant le retour éventuel et souhaité à la maison, ces rescapés sont recueillis pour la plupart par des habitants qui se sont proposés spontanément. Et Alix, vous en avez rencontré certains. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, 4 jours après la catastrophe, là vraiment, il y a du monde dans la rue, les gens parlent, ils échangent leurs impressions sur la nuit de samedi, ils s'aident énormément, il y a une solidarité vraiment qui est énorme. Et donc ils s'échangent beaucoup, ils se racontent comment chacun ils se racontent comment chacun a vécu la nuit. Moi j'étais là, j'ai fait ça, et donc j'ai recueilli quelques témoignages de gens à l'Aiguillon qui m'ont raconté vraiment eux le premier sentiment qu'ils ont eu samedi quand c'est arrivé. Disons que j'ai pas trop réalisé sur le coup. C'est les voisins qui sont venus frapper à la porte en me disant viens vite, l'eau monte. Il y avait une vague qui est arrivée 1m60, 1m80, difficile à estimer, mais elle a littéralement tout dévasté, quoi. Je peux vous dire, je me suis vue mourir. Parce que vous ne savez pas comment ça s'arrête. On ouvre la fenêtre, c'est qu'une mer qui est autour de votre maison. La mer. Combien de fois à la télé on dit, mon Dieu, si ça arrivait chez nous, qu'est-ce qu'on ferait Et là, malheureusement. Nous, on est privilégiés, on est miraculés, je dirais. Oui. Et voilà, il faut que ça nous arrive à nous pour se rendre compte que finalement, on n'est pas grand-chose, quoi. Ouais, on n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose, non, effectivement. Mais c'est vrai que le seul bon côté, s'il y en a un, c'est cette solidarité qui est impressionnante entre les hommes quand il y a une catastrophe comme ça qui se produit. Et donc c'est le cas en Vendée, à l'Aiguillon, à la Faute. Il y a vraiment une entraide dans l'adversité. Je pense qu'il y a même des amitiés qui vont se créer, des réelles amitiés entre les gens. Ils se prêtent des affaires, ils aident le voisin à nettoyer la maison, ils s'accueillent pour manger, pour dormir. Et c'est le cas notamment de Francky Huet qu'on vient de voir dans les témoignages. Alors lui, il est allé dans la rue, il a rencontré des gens, il a discuté et il a invité des gens chez lui, et notamment une grand-mère et ses 2 petites filles, Léa et Anaïs, dont la maison est complètement dévastée. Alors Francky, lui, son jardin est complètement ravagé, sa maison a eu quelques dégâts, mais pas autant que les autres, donc il ouvre sa porte, il a recueilli ses 2 petites filles qui étaient frigorifiées, qui étaient pas bien, et il leur a servi un chocolat chaud, une douche, et puis voilà, on repart de plus belle, et on va regarder quelques images de Jackie, Léa et Anaïs. J'estime que j'ai de la chance dans mon malheur, finalement, mais à côté de certains, donc quand ils ont besoin, ils viennent à la maison ou je vais les chercher, je leur dis de venir. Voilà. C'est l'entraide entre voisins. Voilà, lequel tu choisis, allez. Voilà, celui-là. Je me sens un tout petit peu mieux, mais sauf on est encore frigorifié, puis on a encore beaucoup peur.
Nous, on n'était pas lavés, on était sales, on a dormi dans une hôtel. Et chez le monsieur, on s'est lavé comme ça serait bien. Ça fait inonder, ça a cassé plein de trucs. Puis ça fait mal au cœur à tout le monde parce qu'on avait des choses neuves, tout ça, mais c'est mieux pour nous parce qu'on est en vie. C'est là, oui, qu'il faut serrer les coudes, puis qu'on est tous solidaires les uns les autres, finalement, individuels, on n'est rien. Hein. Ce qu'il faut, c'est que Francky, il habite l'Aiguillon depuis 3 ans seulement. Ah oui. Et on dirait qu'il a toujours été là. Il ouvre la porte à tout le monde, comme s'il connaissait les gens, comme s'il avait passé sa vie ici. Et c'est vraiment, il était très touchant, ce monsieur, vraiment le cœur sur la main. Donc voilà, la solidarité, ça se met en place comme ça, dans la rue, on parle aux voisins, on l'invite. Mais ça s'organise aussi. Il y a des familles qui se sont inscrites sur des listes. Et qui sont proposés pour accueillir des gens. Et c'est notamment le cas de Bernadette Chariot et de son mari. Eux, ils habitent l'Aiguillon depuis plus de 50 ans, ils connaissent les gens, ils sont investis dans beaucoup d'associations. Et là, vraiment, Bernadette, elle donne de son temps, elle est très investie auprès des sinistrés, auprès des familles qui ont perdu des proches. Et donc, elle a recueilli un couple d'amis à elle et un couple qu'elle ne connaissait pas. Des gens qui sont vraiment très, très bouleversés par la perte de leurs proches. Et elle leur offre un petit cocon, et on va regarder aussi des images de cette chaleur humaine qui fait du bien. On est main dans la main, c'est une chaîne de solidarité qui s'est créée entre nous, des gens qu'on ne connaissait pas et que malheureusement, par cet événement, nous a réunis. Voilà, parce que sinon, dimanche soir, on atterrissait dans le gymnase, avec sur des lits de camp, donc on aurait été les uns à côté des autres. Et là, la proposition de Bernadette nous a permis de vivre dans de meilleures conditions après ce qu'on vient de passer. Les uns mettent le couvert, les autres coupent l'ail, les autres desservent la table, on met dans le lave-vaisselle. Chacun essaie de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a entre les mains. Ça leur permet de se sentir un peu comme si elles étaient chez elles, les dames, là, justement. Elle s'occupe pas d'elle, elle s'occupe de tout le monde. Elle est formidable, formidable. Seigneur Castet, on nous dit très souvent qu'on vit dans une société individualiste. C'était une belle preuve du contraire. C'est une belle preuve du contraire, mais je crois aussi qu'on ne part pas de rien en Vendée. Oui. Je suis peut-être le plus récent des Vendéens parmi vous. Il n'empêche que ce qui m'a le plus frappé, c'est cette capacité à être ensemble, à vivre l'associatif, à vivre des solidarités fortes en temps ordinaire. Donc je pense que même si ce que nous avons vécu donne espoir en l'homme, on ne part pas de rien. Et puis la Vendée est une terre de solidarité dans le quotidien déjà. Hier soir, je rencontrais une dame dans la rue qui me disait, alors ses chaussures c'est à une dame, mes chaussettes c'est à une autre, le pantalon pareil, elle avait récupéré de partout, elle était habillée, toute la rue l'avait habillée. On va marquer une nouvelle pause. Merci beaucoup, Alix. Nous reviendrons dans un instant avec Monseigneur Castet sur la célébration qui aura lieu demain à la cathédrale de Luçon. Et puis nous évoquerons avec Edwige Richard, qui nous rejoindra sur ce plateau, le retour progressif de l'électricité dans certaines maisons, certains quartiers de la Faute et de l'Aiguillon. À tout de suite.